Chaque personne a des talents à contribuer au monde qui l'entoure, peu importe son âge. Ainsi, chaque jour, les élèves arrivent en classe avec des talents qui leur sont propres. Le rôle des professionnels de l'enseignement est de découvrir ses forces et aider l'élève à les développer. Notre point d'entrée, ça va être leur force. Si c'est un élève, par exemple, qui est un apprenant visuel, qui lui apporte des appuis visuels, déjà on le prédispose à vivre des succès. Parce qu'on va aller amener les autres points qui sont des besoins, donc qu'on appelle souvent des faiblesses, mais c'est vraiment des défis ou des besoins. Alors, on l'amène à combler ses besoins en lui permettant d'entrer par la zone qui lui est plus facile, donc le visuel, par exemple. Et un tel enseignement repose également sur ce qui passionne les élèves. On entre par la relation entre enseignant et élève, et que la relation est positive, c'est que l'élève se sent accepté, compris, donc se sent motivé, puis par conséquent, il donne plus, il s'investit dans son apprentissage. Un enseignement axé sur les forces et les besoins de l'élève est ainsi important pour amener l'élève vers la réussite personnelle et la réussite académique, et l'élève sera outillé pour apprendre pour le reste de sa vie. Mais un tel enseignement est également important pour une autre raison. Nous, comme éducateurs, on contribue à un niveau, à un pourcentage très élevé à est-ce que l'élève va nous démontrer un comportement attendu ou inattendu. Puis la clé dans tout ça, c'est d'aller voir les forces de l'élève. Donc, quand un élève nous arrive et il ne veut pas faire ce qu'on lui demande, c'est vraiment pas parce qu'il ne veut pas, est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas? Par conséquent, les liens étroits qui existent entre l'enseignement axé sur les forces et l'apprentissage de l'autorégulation et le développement de l'intelligence émotionnelle chez les élèves sont mis en évidence quand les élèves réussissent mieux en classe, ont une meilleure confiance en soi et parviennent à faire plus facilement des choix émotionnels, comportementaux ou de tâches qui pourraient autrement s'avérer difficiles. Moi, comme éducateur, comme professionnel, j'ai besoin d'être consciencieuse et de devenir le thermomètre, si tu veux, d'intelligence émotionnelle. Donc, de faire l'enseignement explicite de qu'est-ce que ça prend pour pouvoir s'autoréguler. Ça veut dire quoi? Donc, il y a une compréhension comme professionnel que moi, j'ai besoin d'avoir. Et tout cela pour préparer mes élèves en fonction des compétences du 21e siècle et puis de qu'est-ce que ça va prendre pour pouvoir être un bon citoyen. Cette vidéo présentera ainsi un aperçu de pratiques d'enseignement axées sur les forces et besoins de l'élève en salle de classe, des outils et stratégies pour la planification de l'enseignement et d'autres outils et stratégies pour la salle de classe. Précisons que cette vidéo met l'emphase sur des pratiques d'enseignement qui conviennent particulièrement aux élèves avec troubles d'apprentissage. Cependant, ces mêmes pratiques s'avèrent judicieuses pour tout élève. L'enseignement axé sur les forces et les besoins de l'élève est composé de plusieurs pratiques. Cependant, il est essentiel de souligner tout d'abord à quel point l'intelligence émotionnelle et les relations interpersonnelles sont centrales à cet enseignement. Les recherches démontrent que les élèves qui ont une intelligence émotionnelle élevée réussissent beaucoup mieux parce qu'ils peuvent se concentrer sur l'apprentissage et vivre des succès. Donc, la confiance en soi, l'autodétermination, la motivation. Si on lui montre comment agir avec les autres, comment approcher les autres, comment tenir compte de ses besoins, exprimer ses besoins, bien sûr, sans pour autant enjamber sur les besoins des autres, on lui permet de vivre en harmonie avec les autres. L'enseignement axé sur les forces et les besoins de l'élève requiert une excellente connaissance du profil de chaque élève de la classe afin de véritablement créer une communauté d'apprenants. De plus, les professionnels exercent une influence considérable sur la vie actuelle et future de leurs élèves. En conservant l'élève au cœur de l'enseignement pour assurer sa réussite, les professionnels peuvent choisir parmi plusieurs pratiques qui se complètent les unes les autres. La conception universelle d'apprentissage, elle est très importante dans le sens que dans la salle de classe, elle permet d'aller tenir compte de tout le monde dans la salle de classe, puis de mettre en place des conditions pour pouvoir rejoindre tout le monde. À l'intérieur de cela, qui est le chapeau de la parapluie, on amènerait la différenciation pédagogique. La différenciation pédagogique va permettre d'aller voir
chaque élève individuellement, puis voir où est-ce qu'il se place à l'intérieur de ce qu'on a créé par la conception universelle de l'apprentissage, puis voir comment l'amener au niveau du contenu à réussir, au niveau du processus, au niveau du produit, puis au niveau aussi de l'environnement, qu'est-ce qu'on met en place justement pour aller répondre aux besoins individuels de cet élève-là. D'autres exemples de pratique, la démarche par étapes de la prévention et de l'intervention précoce, la planification à rebours et l'évaluation au service de l'apprentissage. Notons que cette dernière est étroitement liée à la pratique de différenciation pédagogique. Ce n'est pas nécessairement par un produit écrit qui va nous montrer ses compétences. Il se peut qu'ayant des besoins particuliers, lui, ça va être en communiquant oralement, ça peut être par un dessin, ça peut être par autres moyens, ça peut être par la technologie. Et puis cette idée de donner la chance à nos élèves de nous montrer leurs compétences de plus d'une façon est très importante. L'emphase placée sur les élèves grâce à un enseignement axé sur les forces et les besoins contribue à l'épanouissement de chaque élève. Mais comment les professionnels de l'enseignement peuvent-ils mettre en œuvre de telles pratiques? De nombreux outils et stratégies seront partagés dans la prochaine section. Tous les professionnels de l'enseignement le savent. Une préparation solide représente la clé du succès en salle de classe. Quels sont les points principaux que devraient garder en tête ces professionnels lors de leur planification pour un enseignement axé sur les élèves? C'est vraiment pas ton show à toi. C'est pas toi la vedette, là. C'est vraiment l'élève. Et puis, ça, entre autres, c'est la première stratégie que tu dois adopter. C'est de dire, OK, moi, j'ai besoin de la flexibilité, j'ai besoin d'aller voir, bon, cet élève-là, sa force, c'est l'apprentissage musical, où il est logico-mathématique. Hein? Ça serait très, très, très important de considérer ça dans ta stratégie pédagogique. Le plan d'enseignement individualisé, donc le programme d'apprentissage, est-ce qu'on le met à jour pour répondre aux besoins de l'élève? Puis quand on pense au plan d'enseignement individualisé, on pense toujours, est-ce qu'on est allé regarder la zone proximale de développement de l'élève, ce qui veut dire ce qu'il est capable de faire en l'accompagnant progressivement jusqu'à ce qu'on le laisse aller de façon autonome. Un des éléments indispensables, c'est l'élève, entre autres. L'élève devrait faire partie de ta planification, et ce, en faisant le profil, ce, en présentant, et regarde, cette année, regarde ce qu'on a besoin de faire ensemble, les programmes cadres, etc., dépendant de l'âge de l'élève. Sur quelle base devrait reposer la planification des professionnels de l'enseignement? Si c'est un élève qui a des problèmes de comportement, est-ce qu'on a regardé tous les antécédents? Ce qui veut dire, qu'est-ce qui cause que cet élève-là réagit de cette façon-là? Si on a compris exactement qu'est-ce qui cause que cet élève réagit de cette façon, on est capable d'aller prévenir, puis d'aller l'aider pour qu'il n'arrive pas à un point où le comportement indésirable va se déclencher. Donc à ce moment-là, c'est qu'on est vraiment en train de l'accompagner pour lui permettre de vivre des succès. On mise sur ses forces, sur sa façon de se contrôler pour qu'il n'arrive pas à exploser. Si l'élève est capable de communiquer ses besoins, de comprendre la communication aussi, c'est déjà un grand point d'entrée. Donc, c'est vraiment de travailler la communication avant tout. Il va falloir que je planifie à l'avance en pensant qu'est-ce qui est plus important pour cet élève-là. Qu'est-ce qui est le plus important dans le contenu que je vais donner? Alors, comment cet élève va s'y prendre pour me démontrer son apprentissage? Quelles sont les preuves d'apprentissage que je vais recueillir pour pouvoir savoir que l'élève a réussi? Quelles sont les étapes que je vais prendre par la suite? Donc, tout cela, je le fais en planification à rebours. Au niveau du produit, quels sont les choix que je lui donne? Donc, je pense au choix de présentation. Est-ce que je vais lui permettre de présenter oralement, d'enregistrer ses réponses ou de procéder autrement? Donc, je lui donne des choix. Au niveau de l'environnement, je vais penser, est-ce que je lui donne le choix que quand il se sent qu'il y a trop de stimuli autour de lui, il va se retirer un peu pour aller dans un coin plus tranquille pour pouvoir produire davantage. Donc, tout ça, on va s'entendre avec cet élève-là pour qu'il puisse réussir. Une fois les bases jetées, quels sont ainsi les éléments critiques d'une bonne planification pour un enseignement axé sur les forces d'un élève? On a tendance à aller vers les programmes cadres. Il faut que j'enseigne ci, il faut que
Mais quand on s'assoit puis on regarde vraiment avec la loupe, quelle habileté est-ce que j'ai vraiment besoin de développer chez mes élèves pour qu'ils puissent avancer? C'est vraiment de regrouper les besoins des élèves, c'est connaître les besoins des élèves puis les regrouper. De cette façon-là, l'enseignant va pouvoir rejoindre plusieurs élèves en même temps sans avoir une planification pour chacun des élèves. Les professionnels de l'enseignement doivent, lors de leur planification, prendre en considération le temps, les structures, les regroupements, les ressources et le matériel à leur disposition, les éléments de différenciation pédagogique. Cela donne beaucoup à réfléchir. Voici quelques astuces toutes simples pour maximiser l'efficacité de la planification. Des problèmes au niveau de la concentration à l'intérieur de la classe. Comment est-ce que je vais le rejoindre individuellement? Il va falloir que je pense, quand je suis en train d'enseigner, à présenter différemment ce que je suis en train d'enseigner. Il va falloir aussi que j'aille voir au niveau du contenu, qu'est-ce qui est le plus important, l'élément le plus important que je vais toucher pour aller rejoindre cet élève-là dans moins de temps parce que ce niveau de concentration est vraiment limité. Ensuite, il va falloir que j'aille voir comment est-ce que je vais présenter ça. Est-ce que je vais le présenter oralement ou alors je vais écrire en même temps ou me amener des images pour pouvoir lui montrer ce que je suis en train de dire. Je vais aussi tenir en compte le temps. Donc, est-ce que je vais parler longtemps parce que cet élève-là, je sais que son attention est limitée, ou alors je vais me donner le temps, 5 minutes, pour présenter cet élément-là pour justement maximiser son niveau d'attention. Tout cela, je le garde en tête quand je suis en train d'enseigner. Et finalement, il ne faut pas oublier les partenariats et ressources du milieu scolaire à la disposition des professionnels de l'enseignement, comme les communautés d'apprentissage professionnels, les carrefours, les parcours, les discussions en équipe multidisciplinaire. Ce travail d'équipe contribuera grandement au succès de l'élève. Suite à une planification solide, une gestion de classe efficace est essentielle à tout professionnel de l'enseignement. Mais qu'entend-on exactement par gestion de classe efficace? Une gestion de classe efficace, c'est une classe flexible, c'est un horaire flexible, c'est des règlements qui ont été décidés par tout le monde. Et c'est vraiment, il faut mettre en place des motivateurs aussi. Le renforcement positif. Voici quelques exemples de gestion de classe efficace menant à l'autonomie et à la réussite des élèves. Est-ce que l'horaire visuel est affiché en salle de classe? Est-ce que l'élève peut s'en servir? Est-ce qu'on lui a appris à s'en servir durant les transitions? Est-ce qu'on lui a appris à servir des aides-mémoire? Ça veut dire qu'on a travaillé de façon explicite, étape par étape, pour amener l'élève à un niveau d'autonomie. Donc, on a fait plusieurs répétitions pour l'amener justement à ce niveau d'autonomie. Ce n'est pas qu'on laisse l'élève aller une fois qu'on a mis l'horaire en salle de classe, puis on pense que tout va bien aller. Il faut qu'on prenne au début l'élève par la main pour lui montrer, puis progressivement on le laisse aller quand on sait qu'il est capable de le faire. On va présenter des outils comme des diagrammes de Venn, des tableaux. On va faire l'enseignement explicite de ceci. On va faire l'enseignement explicite de ce qui se passe dans la tête, dans ma tête comme éducateur, quand je suis devant une question qui me demande de faire l'analyse. L'appui des pairs, il est très important dans une salle régulière parce que des fois, en tant qu'enseignant, on peut montrer des choses à l'élève, mais quand c'est son ami qui lui montre, ça reste plus parce qu'il est capable de s'identifier à son ami. Une stratégie comme l'évaluation au service de l'apprentissage aura aussi des bienfaits au niveau de la gestion de classe, notamment. Il va falloir que je sois capable de faire un suivi dans le travail des élèves pour évaluer les progrès. Donc, en ce moment-là, il me faut établir des critères précis avec les élèves pour savoir un travail bien fait, ça ressemble à quoi. De cette façon-là, les élèves vont travailler vers justement ce travail bien réussi pour qu'ils puissent cheminer vers la réussite. Puis moi, comment je vais gérer ça? Je vais me servir justement de ces critères d'évaluation, les noter dans mes fiches d'observation pour que je garde des traces justement de qu'est-ce que les élèves font quand ils sont en train de travailler, puis comment est-ce qu'ils sont en train de réussir. Et en ce moment-là, c'est l'élément de l'évaluation au service de l'apprentissage que j'amène, parce qu'en ce moment-là, ça me permet l'évaluation que je fais
de définir les prochaines étapes, puis pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour répondre aux besoins davantage des élèves et leur permettre de vivre des réussites. Finalement, de nombreux autres outils et stratégies peuvent également contribuer au bon roulement de la classe et à un milieu d'apprentissage positif pour tous les élèves. On a besoin des visuels, on a besoin de la technologie, on a besoin d'avoir l'occasion de donner aux enfants d'écouter autre chose que juste le professionnel de l'enseignement devant la classe. Il faut encourager l'enquête, il faut avoir l'utilisation du iPad, des tablettes. Il faut avoir des blogs, il faut laisser les élèves faire du Twitter dans sa classe. En mettant les élèves au centre d'un enseignement axé sur ses forces et ses besoins, les professionnels de l'enseignement remplissent leur nouveau rôle de facilitateur et permettent aux élèves avec troubles d'apprentissage de prendre le contrôle de leur apprentissage. Si on amène l'élève à voir ce qu'il est en train d'apprendre, puis on lui montre le point de départ, puis on lui montre où il va, puis on montre ce qu'il faut pour arriver à ce point-là. Encore une fois, on lui permet de prendre en charge son apprentissage parce que lui va être capable de s'auto-évaluer, de recevoir la rétroaction de l'enseignante, puis tout cela lui permet de vivre des succès pour pouvoir réussir. Oubliez que les enfants qu'on reçoit dans nos mains en 2014, ce sont des élèves qui sont habitués à avoir plein d'informations qui les entourent en même temps. Si nous, on a le cerveau rigide et puis qu'on essaye de contrôler quand, comment et pourquoi, comment allons-nous développer chez nos élèves les compétences d'un citoyen du 21e siècle qui va être capable de bien fonctionner? Pour plus d'informations au sujet de l'enseignement axé sur les forces et les besoins des élèves ou sur les troubles d'apprentissage, contactez les services aux élèves de votre conseil.